Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la vidéo précédente sur ma chaîne qui était donc qui était en fait une introduction à la comptabilité générale. Maintenant, on va voir une suite dans laquelle, dans la vidéo précédente, j'ai promis d'expliquer quelques vocables, expliquer une partie de une partie que j'ai pas bien expliqué ou pas profondément expliqué, qui est en fait à propos des principes comptables fondamentaux. Bien qu'ils s'appellent fondamentaux, ils sont effectivement fondamentaux à comprendre. J'ai expliqué on va passer directement au plan de la vidéo. Donc, on va voir qu'est-ce que la comptabilité nationale et le contrôle du crédit. On va voir ce qu'est l'éthique et la dérogation. Et enfin, les principes comptables fondamentaux. Donc, on va les expliquer tout simplement. Donc, la comptabilité nationale a pour objectif de fournir un modèle simplifié des interdépendances économiques permettant à la fois la quantification de la richesse créée dans une économie et l'analyse de sa répartition entre différents groupes d'agents économiques homogènes, entre guillemets, les secteurs institutionnels. Ici, on a le contrôle du crédit ou communément connu sous le nom de contrôle interne, est défini donc comme l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l'entreprise. Il a pour objectif d'assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information, assurer la conformité par rapport aux lois et aux règlements, et également d'assurer l'application des instructions de la direction en vue d'améliorer les performances de l'entreprise. Maintenant, voyons avec l'éthique, ce qu'est l'éthique et la dérogation. Le plan comptable marocain, le PMC en sigle, a prévu au niveau des états de synthèse un état spécifique appelé état des informations complémentaires, par abréviation éthique. Cet état comporte une série de tableaux destinés à répondre à la majorité des cas d'informations complémentaires que les entreprises seraient appelées à fournir pour atteindre l'image fidèle. Bien entendu, l'éthique proposée par le plan comptable marocain n'a pas un caractère exhaustif. Les spécificités de certaines entreprises ou de certaines situations peuvent nécessiter des compléments d'informations non prévus par le plan comptable marocain. Maintenant, le cas de dérogation. Ces cas ont un caractère tout à fait exceptionnel. On va voir un exemple. Les stocks de marchandises d'une entreprise représentant 50% de l'actif sont évalués durant les exercices précédents selon la méthode du coût moyen pondéré calculé sur la période de stockage. Cette durée est de 2 mois dans l'entreprise considérée. Le coût moyen des entrées des 2 derniers mois a été de 100 dirhams l'unité. Cependant, le stock final n'est composé que de matières entrées dans la dernière quinzaine au coût unitaire de 150 dirhams. Dans le cas où cette augmentation du coût d'entrée a été irréversible, l'entreprise doit évaluer par dérogation son stock final à 150 dirhams l'unité au lieu de 100 dirhams de façon à donner une image fidèle de son patrimoine et de ses résultats. L'image trahie donc par une évaluation à 100 dirhams. Maintenant, voyons ce que sont, on va voir avec plus de détails ce que sont les principes comptables fondamentaux. Le premier, c'est le principe de continuité d'exploitation. Selon le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective de poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l'absence d'indication contraire, elle est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités. Ce principe conditionne l'application des autres principes, méthodes et règles comptables telles que ceux-ci doivent être respectés par l'entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse. Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit
de l'hypothèse de liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence des méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse. Selon ce même principe, l'entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d'actifs dont l'utilisation doit être définitivement abandonnée. Deuxièmement, plutôt B, donc titre B, principe de permanence des méthodes, qu'on l'a vu tout à l'heure avec d'autres principes. En vertu du principe de permanence des méthodes, l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. L'entreprise ne peut introduire de changements dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et règles habituelles sont précisées et justifiées dans l'état des informations complémentaires avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et donc les résultats. Ce principe est important pour la comparabilité des informations comptables dans le temps et dans l'espace. Ensuite, on va voir le principe du coût historique. Un principe qui est plutôt ici, j'ai mal écrit un L. Un principe qui est plutôt qui touche plutôt à la comptabilité analytique d'exploitation. On va voir. Donc, en vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à la date d'entrée reste intangible, quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prudence. On peut voir que les principes sont interconnectés donc mutuellement. On respecte un principe tout en respectant l'autre en même temps. Par dérogation à ce principe, l'entreprise peut décider de procéder à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières conformément aux prescriptions du CGNC, donc le Code général de normalisation comptable. Après, on a le principe de spécialisation des exercices. En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont engagés, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. Toute charge ou tout produit est rattachable à l'exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice considéré. Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours. Toute charge ou tout produit comptabilisé cette fois au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et est inscrit dans un compte de régularisation. Après, on a le principe de prudence. En vertu de ce principe, donc du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner un accroissement des charges ou plutôt une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits qui doivent grever le résultat de l'exercice présent. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise. En revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats. Par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date
de clôture répondant aux conditions fixées par le CGNC, donc le Code national général de normalisation comptable. La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charge, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse. Tous les risques et les charges nés en cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans des charges de l'exercice, même s'ils ne sont connus qu'entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement des états de synthèse. Et on a l'avant-dernier principe qui est le principe de clarté. Selon ce principe, donc le principe de clarté, les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. Les éléments d'actifs et de passifs doivent être évalués séparément et les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre les postes. En application de ce principe, l'entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du CGNC. Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment dans les cas où elles relèvent d'options autorisées par le Code général de normalisation comptable ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel. À titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues toujours par le CGNC. Par dérogation aux dispositions citées précédemment, des postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif d'image fidèle. Maintenant, on va voir le principe d'importance significative. Selon ce principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats est significative. Ce principe trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et en matière de présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l'encontre des règles prescrites par le Code général de normalisation comptable concernant l'exhaustivité donc de la comptabilité, la prescription des enregistrements et des équilibres exprimés en unités monétaires courantes. Dans les évaluations nécessaires des estimations, les méthodes par approximation ne sont pas admises que si leur incidence par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent pas des montants significatifs au regard de l'objectif de l'image fidèle. Et enfin, dans la présentation de l'éthique, le principe d'importance significative a pour conséquence l'obligation de ne pas faire apparaître que des informations d'importance significative. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo qui était donc la suite de l'introduction à la comptabilité générale sur ma chaîne. Si elle vous a plu ou les informations que vous avez vues vous ont été utiles, n'hésitez pas donc à commenter, à liker la vidéo si vous voulez et à vous abonner. Ceci dit, je vous dis à la prochaine.